Imaginons un instant un scénario un peu fou. On se lève le matin, on prend un petit flacon, on se fait 2 simples pulvérisations dans chaque narine et hop, Le fameux brouillard cérébral s'évapore. ouais, voilà. Ce brouillard lié au vieillissement qui disparaît de façon complètement permanente. Plus de déclin cognitif, plus de perte de mémoire écrasante. Juste une clarté mentale totalement restaurée. C'est le rêve absolu. Mais du coup, quand on y pense, imaginons ce que l'industrie pharmaceutique mondiale, qui pèse littéralement des centaines de milliards de dollars, serait prête à faire pour bloquer ça. C'est sûr que pour s'assurer qu'un traitement aussi simple et définitif ne remplace jamais leurs abonnements à vie aux médicaments palliatifs, ils seraient prêts à beaucoup de choses. C'est clair. Et c'est exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Une plongée approfondie qu'on a baptisée la convergence de la longévité. On va disséquer une découverte qui vient de secouer la communauté scientifique. Une découverte qui vient du Naresh K. Vashisht College of Medicine à l'université Texas A&M. C'est ça. Et pour mener cette espèce d'autopsie à la fois médico-légale et stratégique, on ne s'est pas contenté du communiqué de presse de l'université. On a vraiment décortiqué la publication officielle dans le Journal of Extracellular Vesicles. Et on a aussi plongé dans les débats, souvent féroces et très peu filtrés de la communauté Rescience sur Reddit, ce qui est un panel de sources super intéressant honnêtement. Ah oui, les gars sur Reddit ne pardonnent rien. Non, vraiment pas. Parce que le papier académique, bon, il nous donne la mécanique brute, la preuve de concept. Mais les discussions sur les forums, ça nous montre les failles potentielles, les doutes légitimes sur la transposition à l'humain, quoi. Et surtout les implications sociétales qu'un laboratoire universitaire va généralement omettre de mentionner. Donc, entrons dans le vif du sujet scientifique. Allons-y. Dans leur étude, l'équipe du docteur Ashok Shetty s'attaque à un concept qu'ils appellent le neuroinflammaging. Un terme assez fascinant en soi. Très parlant. Moi, en lisant leur description, l'image qui m'est venue, c'est celle d'un moteur à haute performance. Vieillir, c'est pas juste accumuler des kilomètres au compteur, c'est le système de refroidissement qui lâche en fait. Ouais, le radiateur qui pète. Exactement. Et le cerveau se met à couver des sortes de minuscules incendies chroniques. Une inflammation de bas grade, mais qui est constante, surtout dans les centres de la mémoire. Et cette surchauffe, c'est vraiment le moteur invisible de ce que la plupart des gens appellent la vieillesse. Sur le plan cellulaire, ces petits incendies détruisent la neurogénèse. Donc la capacité du cerveau à créer de nouveaux neurones. C'est ça. Et ça perturbe aussi les synapses existantes. C'est exactement ce qui rend l'apprentissage de nouvelles tâches hyper épuisant quand on vieillit et qui augmente dramatiquement le risque de démence ou d'Alzheimer. Et jusqu'à présent, la médecine classique traitait ça comment? Avec des approches extrêmement lourdes, ou alors ils l'ont simplement accepté comme une fatalité, quoi. On se disait que c'était le cours naturel des choses. Ce qui m'amène directement à la méthode utilisée par cette équipe texane. Parce que, je suis désolée, mais guérir la perte de mémoire avec un spray dans le nez, ça ressemble vraiment à un scénario de science-fiction de série B. C'est vrai que ça paraît presque comique dit comme ça. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas juste un énième communiqué de presse universitaire surgonflé pour attirer des subventions? L'administration par voie nasale, ça semble presque trop simple par rapport à la complexité du cerveau humain. Alors, la simplicité apparente de la méthode cache en réalité une ingénierie biologique vraiment redoutable. Le grand problème de la neurologie, c'est la barrière hémato-encéphalique. Le fameux bouclier. Ouais, c'est un bouclier cellulaire extrêmement strict qui empêche les toxines de passer, ce qui est bien, mais qui bloque aussi 98% des médicaments. Il n'arrive pas à passer du sang vers le cerveau. C'est un peu la forteresse imprenable. Exactement. Et en utilisant la voie intranasale, plus spécifiquement en ciblant les nerfs olfactifs, on crée littéralement une autoroute directe vers les tissus cérébraux, contournant complètement ce bouclier. D'accord, donc l'autoroute est ouverte. Mais qu'est-ce qu'il transporte exactement sur cette autoroute? Le document parle de vésicules extracellulaires ou IVIS qui sont dérivés de cellules souches neurales humaines. Oui. Et pour vulgariser un peu, il faut voir ces vésicules comme de minuscules colis d'expédition microscopiques. Nos propres cellules les utilisent constamment pour communiquer entre elles. Comme des livreurs de l'intérieur. C'est ça. Et l'équipe du chercheur a isolé ces colis à partir de cellules souches humaines, puis ils les ont chargés avec une cargaison extrêmement spécifique, des micro-ARN.
Et c'est là que le jargon technique peut un peu noyer l'information. Expliquons le mécanisme profond, parce que je suis persuadée que c'est le point de bascule de cette technologie. Tout à fait. Le papier indique que ces micro-ARN suppriment les voix, alors je cite, NLRP3 et CGAAS-STING. Comment ça fonctionne concrètement? Imaginons qu'une de nos cellules cérébrales soit une grande usine. L'ADN, c'est le grand livre de recettes originelles, précieusement verrouillé dans le bureau du directeur. Ok, je vois l'image. Quand l'usine veut fabriquer quelque chose, par exemple la protéine NLRP3, qui est responsable de déclencher l'inflammation, elle fait une photocopie de la recette. Et cette photocopie, c'est l'ARN messager. Il est envoyé sur la chaîne de montage. Donc, si la chaîne de montage lit la copie, paf, elle produit le fait inflammatoire. Précisément. Et ce que fait le micro-ARN délivré par ce spray nasal, c'est agir comme un saboteur hautement qualifié. Un saboteur. Ouais. Il s'infiltre dans l'usine, intercepte cette photocopie spécifique sur la chaîne de montage et la déchiquette avant que la protéine inflammatoire ne puisse être assemblée. Ah, d'accord. Donc on n'essaye pas d'éteindre l'incendie avec de l'eau. Non, on supprime carrément les instructions qui permettent de fabriquer les allumettes. C'est vraiment brillant. Et les résultats cellulaires décrits par l'équipe montrent que le traitement ne se limite pas du tout à stopper l'inflammation. Il y a une véritable restauration mécanique. Ils ont observé un rechargement des mitochondries. Les centrales électriques des cellules, oui. En nettoyant l'inflammation et en restaurant cette énergie mitochondriale, le tissu cérébral retrouve la plasticité d'un cerveau beaucoup plus jeune. C'est pas juste du maintien, c'est un retour en arrière. Et les tests comportementaux, moi, m'ont particulièrement interpellée. Seulement 2 doses en suffit. En quelques semaines, ils ont observé un retour spectaculaire de la capacité à reconnaître des objets et à naviguer dans l'espace. Et avec des effets qui persistent sur plusieurs mois, c'est ça qui est fou. Ouais, et ce, de manière totalement équivalente entre les sexes. Une précision cruciale, parce que, historiquement, on sait que la recherche biomédicale a souvent ignoré les différences physiologiques liées au sexe. C'est un très bon point. Cependant, je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Parce que sur le forum Science, la section des commentaires était presque une zone de guerre sur la validité de ces résultats. Ah bah, les utilisateurs ont réagi avec un scepticisme d'une très grande rigueur scientifique. Et honnêtement, ils ont raison. La phrase qui revenait en boucle, c'était fantastique! On a encore guéri Alzheimer chez la souris. Exactement. Un biologiste sur le forum expliquait que la physiologie murine, c'est souvent une impasse totale pour les maladies neurodégénératives. On doit induire artificiellement ces déficits cognitifs chez la souris, alors que chez l'humain, la pathologie est le résultat de décennies d'interactions complexes. La génétique, l'environnement, le mode de vie, ouais. Du coup, est-ce qu'on fait un bond conceptuel dangereux en extrapolant ça à l'homme? C'est un bond massif, c'est indéniable. Des centaines de traitements contre la maladie d'Alzheimer ont été de brillants succès chez les rongeurs avant de s'écraser complètement lors des essais cliniques humains. Donc pourquoi ce papier-là fait tant de bruit? La différence ici, c'est l'utilisation de vésicules dérivées de cellules humaines combinée à l'extinction d'une voie inflammatoire, la voie NLRP3 dont on parlait. On sait pertinemment que cette voie est un moteur fondamental du déclin humain. Le mécanisme est partagé même si l'architecture du cerveau diffère. D'accord, mais admettons que cette technologie franchisse le fameux fossé des essais cliniques humains. L'équipe texane a déjà verrouillé un brevet américain. Et c'est là que notre autopsie scientifique se transforme vraiment en analyse stratégique. C'est là que ça devient politique et financier. On fait face à une thérapie en 2 doses qui pourrait potentiellement inverser des dommages neurodégénératifs majeurs. Quel est l'impact sur l'industrie pharmaceutique actuelle? C'est une menace existentielle pour les modèles commerciaux dominants. Aujourd'hui, la gestion des maladies neurologiques comme Alzheimer, ça repose sur ce qu'on pourrait appeler l'abonnement biologique. Des traitements à vie, quoi. Ouais, des perfusions intraveineuses lourdes, des visites répétées à l'hôpital, ça cible souvent la réduction des plaques amyloïdes avec une efficacité qui est très marginale, mais c'est facturé des dizaines de milliers de dollars par an. C'est une rente perpétuelle sur le déclin. Il y a un commentaire sur Reddit qui résumait cette dynamique avec une lucidité un peu terrifiante, qui disait « Pourquoi le ver tuerait-il sa nourriture ?» C'est une phrase glaçante, mais fondamentalement ancrée dans la réalité financière. Quand une innovation de rupture, genre un spray nasal bon marché en 2 doses, menace un marché qui se chiffre en centaines de milliards, l'histoire nous montre que l'industrie en place adopte des stratégies de défense très agressives. Et rachète les brevets pour les enterrer dans des tiroirs, ce genre de choses? Absolument. Ou alors ils créent des barrières réglementaires artificielles pour ralentir leur arrivée sur le marché. C'est le grand classique.
Et c'est précisément pourquoi l'évaluation de ces percées médicales dépasse largement le simple cadre clinique. Pour les investisseurs institutionnels qui essaient de naviguer sur ce marché de la longévité à 1000 milliards de dollars et d'évaluer les brevets biotechnologiques, se fier au battage médiatique médical, c'est un suicide financier. Jamgamind fournit des analyses audio médico-légales de niveau technique, vérifiées par des humains qui sont nécessaires pour prendre ces décisions d'investissement massives en toute sécurité. Visitez jamgamind.com. Et cette diligence, elle est capitale. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un changement de paradigme médical ici. Si on résout l'inflammation cérébrale liée à l'âge, c'est toute la notion de capital cognitif, le cognitive capital, qui est bouleversée. Avant d'explorer cette refonte complète de notre rapport au travail et à la retraite, il est crucial de comprendre que ces bouleversements technologiques nécessitent les bons outils de navigation. Écoutez, essayez de naviguer dans ces changements massifs de la biotechnologie et de l'IA en se basant sur le battage médiatique de Twitter, c'est une faute professionnelle. Arrêtez de collectionner des applications bêta tape à l'œil et commencez à déployer une véritable infrastructure. Étienne a audité le marché pour la communauté AI Unraveled. Rendez-vous sur jamguymind.com, Toolkit, pour obtenir l'AI Executive Toolkit. C'est une suite privée, soumise à une vérification approfondie qui comprend des outils comme Chatbase et Eleven Labs, de véritables armes de niveau entreprise conçues pour générer un vrai retour sur investissement maîtrisé. Le retour sur investissement maîtrisé, justement. C'est exactement l'entille à travers laquelle les États vont examiner cette découverte. Comment ça? Les projections actuelles sont brutales. Aux États-Unis seulement, les cas de démence devraient passer d'environ 514 000 en 2020 à près d'1 million en 2060. Ah oui, le double. Et la charge économique est stratosphérique. Ce ne sont pas seulement les soins médicaux directs. Non, c'est aussi l'impact indirect. C'est des millions de proches aidants qui doivent quitter le marché du travail pour s'occuper de leurs parents. C'est une perte sèche de main-d'œuvre et de revenus fiscaux pour les gouvernements. Et c'est là que l'analyse des membres de la communauté scientifique sur Reddit devient fascinante. L'un d'eux a postulé que l'industrie pharmaceutique pourrait bien essayer de bloquer ce traitement, mais qu'elle se heurterait à une force encore plus puissante, l'intérêt fiscal de l'État. Ah, l'État s'en mêlerait? Ouais, un gouvernement a tout intérêt à financer intégralement et à distribuer massivement ce spray nasal. Ouais, mais pas par altruisme, par pur pragmatisme comptable. Exactement. Si on élimine le déclin cognitif, l'argumentaire pour justifier l'âge de la retraite à 60 ou 65 ans, il s'effondre complètement. Voilà, l'intersection entre l'optimisation biologique et l'infrastructure économique. Les entreprises ne perdraient plus leurs cadres les plus expérimentés. Imaginons un ingénieur, un chirurgien ou un analyste financier qui possède la vivacité neuronale d'un trentenaire à l'âge de 85 ans. On guérirait le cerveau humain, non pas pour offrir un repos paisible, mais pour prolonger indéfiniment sa capacité à produire. C'est l'essence même du cognitive capital. On maintient la machine en état de marche. C'est une dystopie très froide, honnêtement. On transforme le corps humain en une plateforme matérielle qui nécessite simplement de nouvelles mises à jour logicielles pour continuer à tourner. C'est une bonne analogie, la mise à jour logicielle. Mais ça me mène directement à l'un des aspects les plus complexes soulevés par l'étude. Si ce traitement est une mise à jour, on doit absolument parler du code lui-même. C'est le nœud du problème technique. Les micro-ARN qu'on évoquait plus tôt, c'est pas de simples analgésiques. Non, pas du tout. Le chercheur principal les qualifie de maîtres régulateurs. Il modifie l'expression génétique. Il dicte à de multiples voies de signalisation dans le cerveau comment se comporter, quoi réprimer, quoi réparer. Et c'est ici qu'apparaît ce que je pourrais appeler le paradoxe de la confidentialité biologique. Imaginons télécharger une mise à jour cruciale pour le système d'exploitation dans notre téléphone, mais sans savoir qui a écrit le code, ni s'il contient des portes dérobées. Personne ne ferait ça avec son téléphone. Mais là, avec ce spray nasal, on parle d'introduire des paquets de code génétique directement dans les centres de notre mémoire. Le cœur même de ce qui forge notre identité et notre personnalité. Qui valide la sécurité de cette architecture biologique ? La question de la sécurité est vertigineuse, franchement. Aujourd'hui, on audite le code logiciel avec une précision presque paranoïaque, mais quand il s'agit de code biologique encapsulé dans des vésicules lipidiques, les infrastructures de gouvernance mondiale ont des décennies de retard. Surtout quand on lit les spéculations sur Reddit concernant l'émergence potentielle d'un marché gris. Les technologies comme CRISPR ont déjà montré qu'il est possible pour des passionnés, des biologistes de garage en gros, de jouer avec la génétique pour une fraction du coût des laboratoires institutionnels. Oui, le biohacking. C'est ça. Si l'industrie pharmaceutique maintient le prix de ses sprays artificiellement haut, qu'est-ce qui empêche la création d'un marché noir de la mémoire ? Rien. Absolument rien. Et les conséquences seraient dramatiques.
Une légère erreur de ciblage dans le séquençage d'un micro-ARN, ou même une simple contamination lors de la synthèse des vésicules, et l'on ne parle pas d'un rhume là. On parle de quoi? De lésions cérébrales? On parle d'une altération potentiellement irréversible des fonctions cognitives, ou du déclenchement incontrôlable de pathologies cérébrales. Le cerveau humain devient un système vulnérable au piratage génétique. Ce n'est plus seulement un enjeu de médecine expérimentale, c'est un problème de cybersécurité appliqué à la biologie fondamentale. C'est vraiment une trajectoire stupéfiante que celle empruntée par nos sources aujourd'hui. On part d'une avancée miraculeuse au Texas et d'utiliser des véhicules de livraison cellulaire pour éteindre la neuroinflammation avec un simple spray nasal pour se retrouver face à une crise imminente. Ouais, la boîte de Pandore. La destruction potentielle du modèle économique de la Big Pharma, l'exploitation du capital cognitif par des États désireux d'effacer la retraite et les failles terrifiantes de la sécurité de notre propre code biologique. Et toutes ces ramifications partent du même point de bascule. La maîtrise de la biologie moléculaire avance beaucoup plus vite que notre capacité à en absorber les conséquences structurelles. Et ça soulève une dernière interrogation technique et comportementale. Quelque chose qui n'est pas du tout chiffré dans les tableaux de données de la revue scientifique, mais qui émerge comme une conséquence logique de leur succès sur la plasticité cérébrale. Ah oui, je suis tout oui. Quelle est cette conséquence cachée? Réfléchissons-y. Si ce traitement accomplit sa promesse ultime, s'il ne se contente pas d'arrêter le déclin, mais parvient réellement à inverser l'horloge cellulaire et à restaurer la neurogénèse rapide que l'on observe à 20 ans. Ouais. Eh bien, nous allons créer une architecture neuronale sans précédent dans l'histoire humaine. Pensez à l'impact cumulé d'un siècle d'expériences intenses, de traumatismes, de cynisme et de connaissances, hébergés dans un cerveau qui retrouve soudainement la réactivité foudroyante et l'impulsivité biochimique de la jeunesse. Waouh. C'est une perspective qui donne vraiment le vertige. Un monde peuplé d'esprits centenaires fonctionnant sur des moteurs à réaction d'adolescents. C'est ça, le mélange explosif. La sagesse n'est peut-être qu'une illusion créée par la lenteur d'un cerveau qui vieillit au final. C'est une pensée incroyable à garder en tête pour la suite de nos réflexions. Abonnez-vous à AI Unraveled sur Apple Podcasts pour toujours écouter complètement sans publicité.